Moi, je suis à la base psychiatre, c'est-à-dire médecin spécialisé dans la prise en charge des troubles psychiatriques. En fait, je suis principalement psychothérapeute et psychothérapeute qui était formé aux méthodes utilisant des états modifiés de la conscience, comme l'hypnose, le MDR, mais aussi certains états de conscience chamaniques ou avec psychédéliques. Mais donc ma fonction principale, c'est psychothérapeute au sens large du terme. La médecine psychédélique, c'est un exemple d'application parmi d'autres de l'utilité de provoquer des états élargis de la conscience qui permettent d'obtenir des informations, des énergies, des compréhensions qu'on n'a pas en état rétréci, ordinaire, habituel de conscience. Et il y a d'autres méthodes bien sûr que les psychédéliques qui amènent ces états élargis de conscience. Disons que les psychédéliques ont l'intérêt d'être rapides et relativement efficaces pour un grand nombre de gens, sans que ces gens soient spécialement doués dans des méthodes de méditation, de yoga, etc. Il y a des indications, il y a des contre-indications, mais on peut dire que pas mal de gens sont amenables à des états élargis de conscience de grande intensité, donc de grand pouvoir thérapeutique, assez facilement, pour peu évidemment qu'il y ait une bonne préparation, un bon accompagnement, puis une bonne intégration. Quand on dit facilement, c'est quand même tout un travail. Mais quand le travail est bien fait, on peut dire que c'est une méthode thérapeutique puissante et d'efficacité régulière, aussi bien pour des troubles physiques que psychologiques, ou que pour ce qu'on appelle du développement impersonnel ou spirituel. Ah ben, ça dépend pas de ces substances, ça dépend de la façon dont on les utilise. C'est comme si tu disais une voiture, qu'est-ce qui prouve qu'on va pas faire des rodéos dans les parkings avec, alors qu'au départ elle est faite pour être ambulancier et amener des patients à l'hôpital. La même voiture. Donc c'est pareil pour les substances. Ça c'est fonction du sérieux, de l'intention avec lesquelles les personnes utilisent les substances. Normalement, ce sont des substances sacrées, pour ne pas dire des sacrées substances, des médicaments super puissants, donc qui demandent de super précautions. Mais normalement, c'est pas fait pour s'amuser. D'ailleurs, les premières utilisations qui ont été faites, même dans les années 50-60 aux États-Unis, même quand ça a été ensuite réprimé par la loi, c'était pas du tout des jeunes qui faisaient n'importe quoi avec les psychédéliques, ça s'est arrivé après, justement, dans les années 60. Mais au départ, c'était des psychothérapeutes tout à fait sérieux d'étudier la conscience et comment ces nouvelles molécules de la conscience pouvaient donner des perspectives thérapeutiques qui n'existaient pas alors. Donc c'était fait très sérieusement par des vrais psychothérapeutes avec des vrais patients. Et je crois qu'à l'époque, même dans les années 50-60, enfin, années 50, début des années 60, avant que ça s'emballe, et qu'un certain Timothy Leary, entre autres, ne veuille démocratiser, entre guillemets, les psychédéliques, je crois qu'avant, c'était vraiment... il n'y avait personne qui s'en servait pour le fun, pour faire des trips. Personne n'aurait eu cette idée d'ailleurs, parce que les gens en avaient peur. Attention, au départ, on disait que c'était des psychotogènes ou c'est pas ça le mot, mais ça pourrait être ce mot-là, des psychotomimétiques, c'est-à-dire qui miment la psychose. Et au départ, c'était même proposé à des internes en psychiatrie ou des psychiatres pour qu'ils comprennent de l'intérieur ce que vivait un psychotique, notamment avec le LSD et sans dose, c'était ça au départ, le but. Donc franchement, qui a envie de vivre un épisode psychotique pour s'amuser, quoi. Donc c'est après ça l'idée que ça pouvait être autre chose que de la médecine. Donc faut pas inverser, faut pas dire ah ouais, comment des trucs aussi comment mal utilisés pour faire n'importe quoi peuvent un jour devenir des médecines. Non, c'est l'inverse. C'était des médecines qui quelque part ont été un peu dévoyées et qui maintenant sont en train d'être revoyées. Non, je plaisante, ça n'existe pas comme terme, mais qui sont en train d'être réhabilitées, remis à leur juste place en fait qu'elles auraient pu ne pas quitter. J'aime pas dire qu'elles n'auraient jamais dû quitter, parce que ça fait donneur de leçons. Et je pense que, en fait, c'est bien que des gens aient exploré aussi ça de façon loisir, façon pas sacrée ou même massacrée,
Parce que comme ça, on en a vu les limites, comme ça, on a vu la bonne façon de faire ou pas. De toute façon, il faut toujours aller au bout d'une chose pour savoir finalement ce que c'est cette chose. On ne peut pas rester dans la théorie, il faut faire des erreurs pour savoir qu'elles sont plus à faire. Donc voilà, je pense que le champ de la thérapie psychédélique a mûri, fort de toutes ces expériences diverses et variées, positives et négatives. Et maintenant, beaucoup de gens savent la valeur que ça a au niveau thérapeutique ou au niveau spirituel. Et c'est vrai que moi, avec Stéphane Schillinger et l'association AFUSE, l'association francophone pour l'utilisation spirituelle des entéogènes, bref, on milite pour que justement cette branche spirituelle ne soit pas oubliée. Qu'on ne tombe pas dans une branche biologique qui dit on va faire des super médicaments, mais à la limite les effets psychédéliques ou spirituels sont des effets secondaires, donc il faut les éviter, donc il faut viser que la biologie. Nous on s'est dit non, non, non. Les psychédéliques ouvrent la petite conscience à des grands champs de conscience. Il y a une conscience originelle dont on est tous issus, on est tous des tourbillons, des dissociations momentanées et éphémères de cette grande conscience, donc on est tous reliés à elle. Et les psychédéliques, comme d'autres méthodes spirituelles, relient à nouveau cette petite conscience avec la grande conscience. Donc la petite conscience qu'elle avait oublié qu'elle était, qui était enfermée dans ses patterns répétitifs d'autoréflexivité malsaine, elle se retourne vers l'absolu, l'universel, le tout, l'unifié. Et c'est ça les psychédéliques, hein, c'est de diminuer le rôle qu'a le cerveau de filtre pour qu'il arrête de bloquer la réception de la grande conscience par la petite conscience individuelle. Donc on diminue le filtre avec les psychédéliques, on augmente la réceptivité. C'est comme si on mettait dans un poste de radio des nouveaux transistors plus sensibles, une nouvelle antenne qui reçoit plus de chaînes de programmes. Et donc on reçoit plus grand, bande passante plus large, les différents programmes de la grande conscience qu'on ne captait pas dans notre petit état rétréci de conscience, notre petit tourbillon intérieur avec des parois qui réfléchissantes, comme dit Kastrup, Bernardo Kastrup, un philosophe idéaliste moniste. Il dit dans cette... c'est comme si c'était des parois en mercure et ça fait des jeux de miroirs et on pense qu'on pense qu'on pense, on sent qu'on sent. Et on s'enferme dans une petite définition de la conscience qu'est l'ego, alors qu'on est issu de la grande conscience. Bah parce que sinon, si on n'adopte pas ça, on est dans une religion qui s'appelle le matérialisme. C'est la religion de la matière. C'est une église qui excommunie ceux qui ne pensent pas comme elle, qui fait même des chasses aux sorcières. Tu perds ta carrière si tu penses pas matérialiste. Qui vit selon un miracle. La matière crée la conscience. Par l'opération du Saint-Esprit. Amen. C'est ça le matérialisme. C'est qu'ils disent un truc, c'est un postulat, qui n'a jamais été vérifié, que la matière crée la conscience. Et ils ne peuvent pas l'expliquer. C'est ce qu'on appelle le hard problème de la conscience, hein, le philosophe David Chalmers. C'est inexplicable sinon par un miracle. Alors pour eux qui veulent se veulent anti-religieux et tout, ça tombe mal. Si tu veux, le matérialisme au départ, il a été créé pour se détacher de la religion, pour créer un domaine neutre de recherche, un domaine qui ne soit pas pris par la religion. Mais ceux qui ont commencé à l'établir, Galilée, Descartes, Newton, ils étaient profondément spirituels. Simplement, ils se sont dit, si on veut travailler pour trouver des nouvelles choses, il ne faut pas prendre un champ contaminé par l'Église, par la religion. Il faut directement prendre des hypothèses opposées. Par exemple, seule la matière existe. Bing, il n'y a pas plus pas anti, mais non religieux que ça pour commencer des recherches. Le problème, c'est que ce qui était une hypothèse de départ de travail, qui aurait dû rester du genre, est-ce que la matière crée tout, plutôt que tout vient de la matière et tout est créé. Ils auraient pu rester sur des hypothèses, puis jusqu'à ce qu'elles soient validées. En fait, c'est tout de suite devenu, enfin, c'est assez rapidement, au XVIIIe siècle, devenu un dogme. La matière crée tout, et il n'y a rien en dehors de la matière. Et la conscience n'est qu'un sous-produit, un épiphénomène, une contingence de la matière. On pourrait s'en passer, d'ailleurs même certains, les éliminativistes, disent qu'il n'y a pas de conscience, c'est qu'une illusion de parler de conscience. Donc ça allait jusque-là, quoi. Alors qu'en fait, on s'aperçoit que tout naît, s'origine, s'expérimente, se vit dans la conscience. La conscience n'est pas une chose, mais ça ne veut pas dire que c'est rien. C'est bien tout ce qu'on a de plus précieux, c'est bien ce qui crée ensuite la science objective, dite objective matérialiste. Celle qui a ensuite créé des objets, créé des mesures, mais on l'oublie du tableau de la création
C'est comme l'œil qui ne peut pas se voir lui-même alors qu'il voit le paysage. C'est comme le tableau qui est créé par un peintre et qui ensuite on oublie qu'il y a le peintre et on dit ben, le tableau c'est le peintre. Non, le tableau c'est pas le peintre, ça vient du peintre, ça vient de la subjectivité, ça vient de sa créativité. Et même si apparemment on a plus de facilité à cerner le tableau parce qu'il est fixe, il a un volume, une matière, un début, une fin, etc., c'est pas pour autant qu'il est plus essentiel et moins essentiel que la subjectivité, la conscience qui lui a donné naissance, mais qui, elle, est très difficile à définir, à analyser, à disséquer, la conscience. Ce n'est pas un objet qu'on peut facilement isoler avec des paramètres uniquement physiques, la conscience. Donc c'est pour ça que ça n'intéresse pas trop la science matérialiste, mais c'est elle qui a créé la science matérialiste, la conscience. Donc la subjectivité est supérieure à l'objectivité. Nous, on nous a toujours fait croire que objectif, c'était un adjectif sérieux, gage de science, et subjectif, c'était oulala, oui, bah, où vous allez. Ben non, mais justement, tout s'origine, prend sa racine et se termine dans du subjectif. L'objectif est inclus dans le subjectif. C'est un produit du subjectif, l'objectif. Alors que nous, on a tendance à dire non, l'objectif, c'est le vrai, et le subjectif, c'est pour les croyants, les gens influençables et faibles d'esprit. Ah non. Il y a toute une remise en cause en ce moment. Le visible par rapport à l'invisible. Maintenant, il y a des congrès sur l'invisible, qui devient plus important que le visible. Il y a des congrès sur est-ce qu'on doit faire de la science à la première personne, où on demande aux gens ce qu'ils vivent subjectivement, ou à la troisième personne, c'est des gens qui décrivent ce qui se passe en eux. Est-ce qu'on doit faire uniquement du physique ou du mental? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Enfin, il y a plein de remises en question, et notamment le subjectif par rapport à l'objectif, qui est en train de retrouver sa place première. Dans le domaine déjà de la science, de la physique, depuis un siècle, la physique quantique a montré que le matérialisme était faux et que la conscience était une variable indépendante primordiale, qui était aussi importante que les principes physiques qui font l'univers. C'était une composante irréductible, on ne peut pas la réduire à autre chose, on ne peut pas dire c'est un produit de... Non, elle est à la base de. Donc ça, la physique quantique a montré que la conscience de l'observateur, ou ce qui revient au même, l'intention qu'a l'observateur de mesurer la matière, modifie le comportement de cette matière. Donc la conscience est primordiale dans les équations et la compréhension de la physique quantique. Donc ça fait un siècle qu'on le sait, mais malheureusement les autres sciences, n'ont pas, la biologie, la psychologie, la neuropsychologie, n'ont pas forcément intégré le fait que le matérialisme a été démontré comme non seulement incomplet, mais erroné en grande partie. Et que la science dite post-matérialiste, qui met la conscience en premier, elle explique tout ce qu'explique le matérialisme, plus les anomalies que n'explique pas le matérialisme. Genre les expériences de mort imminente, la médiumnité évaluée et testée en laboratoire, l'influence de la conscience sur la matière et sur le cerveau et sur le corps, la parapsychologie, que la conscience n'est pas enfermée dans la boîte crânienne et n'est pas limitée au sens habituel, mais est capable de percevoir de manière extrasensorielle ou d'agir sur la matière. Il y a plein de domaines comme ça dans lesquels on montre que la conscience ou bien la mémoire n'est pas dans le cerveau, mais dans des champs d'ondes informationnelles, on va appeler ça, ou des clouds. Et ça ne sert à rien de la trouver de la chercher dans la boîte crânienne dans le cerveau, elle n'y est pas, elle sent domicile fixe. La conscience et la mémoire. Donc on a une période où les preuves s'accumulent que le vieux modèle matérialiste est dépassé. Il a servi, et ce qu'il a découvert est toujours juste, mais simplement il y a des choses qu'il ne pouvait pas expliquer et qu'il donc mettait sous le tapis ou qu'il dénigrait ou qu'il méprisait, et que le post-matérialisme, qui que la conscience est première, lui explique très bien et très simplement. On appelle ça le principe du rasoir de câble, c'est-à-dire il faut toujours prioriser l'hypothèse la plus simple et qui explique le plus de faits. Mais quand on regarde dans le domaine de la conscience et de ses qualités, ses capacités, ses anomalies selon le modèle matérialiste, la seule façon d'expliquer tout ça de façon très simple et complète, c'est de dire que la conscience est première.
Oui, ce qu'on appelle le mouvement post-matérialiste, il dit bien une chose, il dit que jusqu'à maintenant, le matérialisme, il avait imaginé une pyramide dans laquelle, à la base, tout est physique, c'est-à-dire les molécules, pardon, les molécules, oui, les particules subatomiques, hein. Qu'ensuite, ça donnait le chimique, les molécules, hein, c'est plus grand que les particules subatomiques. Qu'ensuite, ce chimique expliquait le biologique, que le biologique expliquait le neuropsychologique expliquait le psychologique, et le psychologique expliquait la conscience. Le problème, c'est qu'il n'y a rien comme conscience dans leur modèle prévu dans la physique, il n'y a rien dans la chimie, ils ne mettent pas une trace de conscience, il n'y a rien dans la biologie, il n'y a rien dans la neuropsychologie, et tout d'un coup, ça apparaît dans la psychologie, il y a la conscience qui apparaît. Ça, c'est le tour de passe-passe des matérialistes, c'est le fameux miracle de leur église, c'est qu'alors qu'à aucun moment la matière n'a de qualité, de qualia, à aucun moment, tout d'un coup, ils appellent ça de l'émergentisme. Parce qu'il y a un peu plus de neurones qui s'organisent, entre autres, ou plus de matière qui s'organise. Ça permet la naissance de la conscience. Je suis désolé, l'émergentisme, c'est juste un mot, un trucage pour faire croire qu'on sait quelque chose, qu'on est savant, alors qu'en fait, on n'a rien expliqué du tout. On a juste à créer un mot pour nommer un miracle. Non. Alors que si tu prends, justement, maintenant, le post-matérialisme, ils te disent, dès le départ, dès les particules subatomiques, dès le niveau de la physique, tu as de la conscience. Tu en as encore plus dans la chimie, tu en as encore plus dans la biologie, tu en as encore plus dans la neuropsychologie, tu en as encore plus dans la psychologie. C'est simplement que la conscience s'exprime de manière de plus en plus riche et complexe au fur et à mesure qu'elle monte de niveau. Et ce qu'a découvert le matérialisme à chaque niveau, la physique, la chimie, la biologie, n'est pas invalidé. Par contre, on rajoute quelque chose de plus. Dans le modèle post-matérialiste, on rajoute que dans tous ces niveaux qui ont déjà été étudiés par les matérialistes et leurs découvertes vaut toujours, on peut expliquer certaines choses, certaines qualités et propriétés que le matérialiste n'expliquait pas à ces niveaux-là, amenées par la conscience, parce qu'on a fait l'hypothèse que la conscience, elle est là dès le départ, en sous-bassement de tout l'univers. Elle est aussi importante que tous les principes de la physique, c'est-à-dire la force nucléaire, les forces électromagnétiques faibles et fortes, la loi de la gravitation, etc. C'est irréductible. C'est comme ça, c'est la composante de base de l'univers, la conscience. Donc si tu mets ça comme hypothèse, et que tu fais gravir tous les niveaux, de la physique à la chimie, à la biologie, à la neuropsychologie, à la psychologie, oui, c'est normal que la conscience soit présente dans tous les stades et qu'elle se complexifie et qu'elle apparaisse, pas par miracle, mais parce qu'elle était là depuis le départ, dans la psychologie. Tu vois la différence un peu, la notion de pyramide Bon, bah, la médecine psychédélique et la mort ont le grand point commun d'être des états très élargis de la conscience. Au point qu'il y a pas mal d'items qui se ressemblent. Il y a pas mal de... Il y a des gens comme ça qui pensent que, justement, des matérialistes qui veulent prouver que, ah ben alors, en fait, l'expérience de mort imminente, c'est que de la biologie. La preuve, on réussit à faire à peu près la même chose avec les psychédéliques. Donc, comme les psychédéliques, c'est des molécules, ben, ça prouve que c'est créé par des molécules, donc c'est que de la biologie. Tu vois? Alors qu'en fait, non. Déjà, premièrement, c'est pas tout à fait la même chose. C'est vrai que c'est tous les deux des états très élargis de la conscience, sauf qu'il y a deux items qu'on retrouve dans les expériences de mort imminente, qu'on ne retrouve pas dans les expériences psychédéliques, c'est la notion qu'il y a une barrière. Attention, si tu vas au-delà de cette barrière, si tu la franchis, tu ne retournes pas. Ça, on retrouve ça que dans les expériences de mort imminente, parce qu'il y a une réalité de la possibilité de la mort. Alors que dans les psychédéliques, non. Normalement, il n'y a jamais de mort. Bah, sauf si tu fais n'importe quoi, mais ça c'est autre chose. Euh, Et puis il y a le fait que dans l'expérience de mort imminente, les gens que tu rencontres, les personnes que tu rencontres dans le tunnel ou après le tunnel, c'est des défunts de la famille, des gens que tu connais. Alors que dans les expériences psychédéliques puissantes, quand tu rencontres des entités, c'est très rarement des défunts. Ça peut arriver, mais c'est très rarement. Mais comme c'est deux expériences très intenses d'élargissement de la conscience, celui qui apprend à naviguer dans des états élargis de conscience sous-psychédéliques, en fait, ça lui servira quand il mourra pour naviguer dans les différents bardeaux, les différents états intermédiaires de la conscience qui peuvent amener plus ou moins près de la claire lumière des Tibétains, c'est-à-dire de domaines sans forme et sans identification et plein d'amour, de lumière et de connaissance, plutôt que de s'attarder dans des domaines un peu plus avec forme, un peu plus sombre, un peu moins... Enfin bref, c'est une bonne préparation pour naviguer en tout cas. Les thanatonautes sont aussi des psychonautes et vice-versa. Les psychonautes, c'est ceux qui utilisent des substances pour aller dans des espaces comme ça, de conscience très, très élargie.
Et les thanatonautes, thanatos, la mort, c'est ceux qui ont fait le voyage des premières étapes de la mort, les gens qui font des expériences de mort imminente, puis en sont revenus. Parce qu'attention, ils vont dire, mais si vous en êtes revenu, c'est que vous n'étiez pas mort. Non, parce que la mort, c'est pas tout ou rien, noir ou blanc. C'est pas seconde 1, t'es pas mort, seconde 2, t'es mort. C'est tout un continuum tout fait de plusieurs étapes qui conduisent effectivement à maintenant tu peux pas revenir. Mais ceux qui sont revenus, ils ont vécu les premières étapes et ils en parlent. Elles sont universelles, ils vivent tous à peu près les mêmes. L'essentiel, c'est que les gens voient un esprit aimant, un esprit plein de savoir, un esprit qui est là pour les aider. Après, le nom qu'ils lui donnent, ça dépend de certains conditionnements culturels qu'ils ont, mais ça ne change rien au fait qu'ils ont vu, senti la même essence qui s'est manifestée à eux sous forme différente pour leur parler à eux. Un peu comme si l'esprit d'un japonais, quand il vit une expérience de mort vivante, il va lui parler en japonais, puis l'esprit d'un russe, il va lui parler en russe. Ça ne veut pas dire que c'est des esprits différents, ça veut dire qu'ils se manifestent de façon à se faire comprendre. En chamanisme, c'est bien connu. Un même esprit peut prendre des formes d'animaux différentes, ou même pour une même personne, peut lui apparaître sous des apparences différentes selon les besoins qu'a cet esprit de manifester telle ou telle qualité ou de faire comprendre telle ou telle chose. Donc il n'y a aucun souci avec ça, c'est pas du tout incompatible. C'est que les gens qui vivent des expériences comme ça, d'élargissement de conscience intense, parfois font des expériences télépathiques. Et bien, parfois, ils comprennent télépathiquement des gens qui ne parlent pas la même langue qu'eux parce que c'est l'intention, c'est l'information pure, indépendamment de sa traduction dans une langue ou dans une autre. C'est marrant ça, hein, comme... ou les gens xénoglossiques qui parlent des langues étrangères sous psychédéliques ou sous état de conscience. Donc non, non, faut pas s'en faire, c'est pas une incohérence. C'est pas, ah ben c'est la preuve que c'est un conditionnement sociologique, pas du tout. C'est juste le signe que les esprits s'arrangent pour parler le langage qui convient le mieux pour se faire comprendre. Ça c'est connu depuis les chamans. Schillinger, il prend l'exemple d'iceberg. Notre partie consciente habituelle de la vie quotidienne, c'est la partie émergée. Notre partie inconsciente individuelle, c'est la partie immergée. Et l'eau qui relie tout, c'est le grand océan de la conscience. L'eau qui relie tous les icebergs. Eh ben, nous, on est des icebergs quelque part. On est des formes momentanément prises par l'eau de l'océan. Et on oublie qu'on est d'ailleurs éphémère et fait de conscience qui circule dans un tourbillon et qui se reflète, donc qui a l'air d'être différente de la source, mais qui, dès que le tourbillon se calme, dès que l'esprit se calme, dès que l'attention se focalise, se stabilise, revient à une forme non tourbillonnaire et peut refondre avec l'ensemble. Et c'est le contact entre la petite conscience individuelle qui se désidentifie d'elle et la grande conscience. C'est l'expérience mystique par excellence. C'est ce qui se passe en partie lors d'expériences de mort imminente, en partie parce qu'on garde encore quelques formes et quelques identifications. La personnalité de la personne décédée est encore un peu là. Enfin ça serait plus long à expliquer pourquoi et comment ça se fait par étapes, le retour au monde de la non-forme, à la fusion avec le grand tout. Ça ne se fait pas tout d'un coup apparemment. Il y a plusieurs étapes, plusieurs revues de vie. Les gens qui font une expérience de mort imminente ne parlent que d'une seule revue de vie, mais apparemment les médiums qui interrogent les défunts parlent qu'il y a plusieurs revues de vie après la vraie mort, une fois qu'on a eu le point de non-retour, où on épure, où on utilise toute la connaissance qu'on a acquis dans nos différents corps, mental, émotionnel, etc., pour perdre petit à petit de la forme et revenir à l'océan primitif, quoi. Bah, on va dire simplement la matière, c'est un des états de la conscience. On pourrait dire c'est de la conscience qui, de non local, infini, interrelié à tout, devient local, apparemment fini, apparemment séparé du reste, mais c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, la matière comme la pensée ou la conscience sont deux aspects intriqués d'une même substance sous-jacente. Ce que Spinoza appelait la substance avec ses deux attributs, la matière et la pensée. Ce qu'on appelle le monisme neutre, ou le monisme à double aspect. C'est-à-dire qu'il y a une dualité phénoménologique
et un monisme ontologique. Je m'explique. Dualité phénoménologique, c'est apparemment la matière et la pensée et l'esprit sont différents. Apparemment. On les oppose même. Mais monisme ontologique, mais en fait, ils viennent de la même source et ils sont donc très intriqués à la base. Ce qui explique la possibilité pour la conscience d'agir sur la matière. Hein, quand Spinoza parle de substance avec un S majuscule, ce qui est l'équivalent de Dieu avec un D majuscule, il dit bien que, puis il n'y a pas que lui après derrière, qu'en fait, dès le départ, il n'y a qu'une seule substance qui peut s'exprimer selon différents attributs. Et dans notre monde, les deux principaux attributs, c'est l'étendue de la matière et la pensée, la conscience. Donc, j'aime bien cette définition de la matière qui dit que la matière n'est qu'un des états possibles de la conscience ou, allons plus en dessous, un des états de la substance de base, de la source de base. Et c'est pour ça qu'il y a des synchronicités, c'est-à-dire que parfois certains événements mentaux trouvent leur contrepartie dans la matière. C'est qu'en fait, c'est parce que les deux sont nés d'une même intention de la substance, mais en dessous de la manifestation, et arrivent à la manifestation sous forme de pensée et de matière, qui sont couplées comme deux jumeaux, parce qu'elles sont nées de la même intention de base de la substance. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais c'est comme s'il y avait une partie horizontale. Sous la partie, c'est la partie invisible, c'est le monde implicite de Bohm, c'est le monde sous-jacent, là où se forme et se préforme tout ce qui va se passer ensuite dans la matière. Et en dessous de cette barrière qui est de l'invisible devient le visible et se sépare en matière et conscience. Et matière et conscience sont reliées par la même intention de départ, c'est pour ça qu'elles sont le siège de synchronicité. La raison, la téléologie qui amène des formes de plus en plus conscientes à habiter la Terre, c'est que chacune de ces formes a envie de recevoir de plus en plus de conscience à de plus en plus haut débit et de l'exprimer de façon avec de plus en plus d'intelligence. La conscience aime la conscience cherche la conscience est appétente de conscience, donc elle va tout faire pour se développer. Tu vois? Et donc on obtient des formes de plus en plus intelligentes parce qu'en fait ça veut dire simplement qu'elles reçoivent de mieux en mieux et de plus en plus la conscience. Et ça, on n'a pas forcément mis ça dans l'objectif premier de l'univers, devenir de plus en plus conscient. Il y a certains physiciens qui le disent, que tout l'univers a évolué pour arriver jusqu'à ce point-là, où il est capable de recevoir des consciences comme la nôtre pour dialoguer avec nous et avoir des partenaires de jeu, quoi. La conscience est irréductible. C'est dans le sens, on ne peut pas lui faire le coup des réductionnistes, c'est-à-dire prendre quelque chose de complexe, le décomposer en petits éléments, puis en dire on peut comprendre le complexe juste en comprenant le fonctionnement des petits éléments. Ça suffit. C'est-à-dire les éléments, quand ils vont se mettre ensemble, ils ne vont rien apporter de plus que ce qu'ils ont déjà en eux, donc on peut tout comprendre à partir de la dissection de la plus petite possible, l'atomisme. Tu vois? Donc la conscience, non, n'est pas réductible. On ne peut pas la décomposer à d'autres choses qui seraient avant elle et puis qui l'expliqueraient elle. Elle est à la base. Donc, comme elle est à la base, on ne peut pas la créer. C'est elle qui nous crée. On peut juste lui fournir éventuellement des supports dans lesquels elle peut intervenir pour se signaler, se manifester et là aussi interagir avec elle-même à d'autres miroirs, comme nous, dans lesquels elle peut interagir et donc mieux se connaître, mieux se comprendre et grandir. Alors, est-ce qu'un support non biologique, mais qui serait matériel, non biologique dans le sens que ce ne serait pas un être vivant, mais qu'appelle-t-on vivant? Parce qu'à partir du moment où il y a une capacité d'auto-organisation, une capacité à se fixer des limites et à s'adapter à son milieu, et on peut imaginer qu'un système d'intelligence artificielle, on lui apprenne à définir des limites, à s'adapter à son milieu, à se donner une identité différente des autres pour se protéger de l'envahisseur, etc. Enfin bref, on peut tout apprendre à un système d'intelligence artificielle. Peut-il être le support de la conscience? Comment la conscience peut-elle s'accrocher à ce système d'intelligence artificielle comme elle l'a fait à la matière? Peut-être en créant des ordinateurs biologiques, des systèmes biologiques. Donc je reviens à la question, où, oui je pense que c'est possible, parce que puisque toute la nature évolue comme ça, pour donner des systèmes biologiques de plus en plus complexes, de plus en plus récepteurs à la conscience, pourquoi nous on ne pourrait pas donner un coup de pouce
en guidant certains systèmes biologiques à devenir encore plus complexes et de bons récepteurs transducteurs de la conscience. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors par contre, oui, on peut imaginer. De toute façon, comme la conscience est partout et que qu'est-ce que ça fait d'être une chauve-souris, comme disait Nagel, l'épistémologue, ça fait quelque chose d'être une cellule, très certainement pour la cellule. Et une cellule qu'on aura boostée ou qu'on aura complexifiée pour qu'elle reçoive plus de conscience, elle sera très certainement consciente qu'elle se sent différente. Enfin, en tout cas, elle va se sentir différente avant qu'on la trafique. Donc on va modifier sa conscience. Donc oui, pourquoi pas des systèmes d'intelligence artificielle complexes. N'est-on d'ailleurs pas, nous-mêmes, un système d'intelligence artificielle complexe? Qui dit que la vie n'a pas scénarisé, du haut de sa grande intelligence qui nous échappe à un certain niveau, qu'on rencontre quand on est élargi de conscience et qu'on se dit « Ah oui, on n'est pas la seule conscience, il y a beaucoup plus gros que nous là-haut ». Et je ne parle pas d'un dieu ou des trucs, je parle de groupes de conscience bien plus évolués que la nôtre. Donc pourquoi pas, pourquoi ne serait-on pas l'expérience de ces consciences-là qui nous ont créé ou qui ont influencé notre biologie pour qu'on reçoive plus de la conscience? Donc c'est peut-être nous, le système d'intelligence artificielle, créé par des extraterrestres ou des civilisations autres. Donc là, quand je te dis non, on peut pas, c'est un mec qui a été créé par... c'est une intelligence artificielle qui a été créée par quelqu'un d'autre qui dit non, on peut pas créer d'intelligence artificielle. Ça serait un peu bête. Mais à ce moment-là, soit tout est un pur délire, soit rien n'est un pur délire. Parce que ce que tu vis dans les expériences psychédéliques ou dans les expériences d'état élargi de conscience te semble non seulement très vrai, mais encore plus vrai que la réalité ordinaire. Tu vas me dire, c'est très subjectif. Oui, mais tout est subjectif. Même quand soi-disant, tu n'es pas en train de délirer. Si par exemple, je te dis, voilà, là, je vois que tu as un pantalon bleu. Bleu, c'est moi qui ai créé. Peut-être la couleur bleue. Ou c'est une convention. Peut-être que quand je dis bleu, moi, je vois quelque chose que tu ne vois pas comme ça, mais on s'est mis d'accord pour dire que c'était du bleu. Mais peut-être que moi, je le vois avec une longueur d'onde différente de la tienne, et donc tu n'as pas la même stimulation que moi. Donc quelque part, qui hallucine? Toi qui ne vois pas le bleu comme moi, ou moi qui ne vois pas le bleu comme toi? Tout est hallucination, tout est construction, co-construction par les contraintes organiques du cerveau et les champs de conscience qui interfèrent avec. Chacun laisse sa marque, donc chacun laisse son hallucination. Simplement, quand tu es dans un état élargi de conscience, tu sais que là, la réalité ordinaire, c'est elle, la sous-réalité un peu délirante. Beaucoup de traditions le disent qu'on est dans un rêve, dans un état de conscience altéré, alors qu'on croit que c'est le seul, et la norme. Et ce qui est bien, parce que tout le reste, ça serait pathologique. Non, on est dans un état pathologique de conscience par rapport à ce qu'on pourrait là. Toi et moi, en ce moment, on est dans un état rétréci par rapport à ce qu'on pourrait réellement. Et c'est ce qu'on appelle le caractère noétique d'une expérience. Les gens te disent, mais c'était plus vrai que la réalité habituelle. La réalité habituelle, elle est sous-lumineuse, elle a moins de valeur épistémologique que celle que j'ai vécue. Là, j'étais dans un monde beaucoup plus vibrant, vivant, lumineux, intelligent. Et ce que j'ai appris, ce que j'ai compris, ce que j'ai vécu, je l'oublierai jamais. À côté, ce qu'on vit sur Terre, c'est... Donc, pourquoi ça serait ça, le délire? Tu vois? Et quelle arrogance de dire, non, c'est quand on est dans un état rétréci de conscience qu'on est normal. Non, à mon avis, on est plus délirant. Mon meilleur copain de fac, ensuite avait été... il était doué, hein. Il avait fini professeur d'université dans une ville universitaire en chirurgie de quelque chose. Je ne dis pas plus parce que pour ne pas le repérer, quoi. Je l'avais perdu de vue. Et puis, il est devenu gravement dépressif avec des idées suicidaires. Et un jour, il est venu se faire soigner dans une clinique, je dirais pas où évidemment, mais bref, pas très loin de chez moi. Donc j'ai repris contact avec lui. Je savais pas qu'il souffrait comme ça et qu'il en était là. Et je lui ai montré des vidéos d'expériences de mort imminente en lui disant, à moitié en plaisantant, à moitié sérieusement, le premier de nous deux qui meurt, il fait signe à l'autre pour lui dire, voilà, je suis bien arrivé, je suis mort, mais voilà, ma conscience est toujours là, comme dans les expériences de mort imminente, etc. Et puis toujours est-il qu'il est allé dans cette clinique à Lyon et
est arrivé ce qui arriva une nuit, alors qu'il était dans cette clinique. J'étais chez moi, j'ai rêvé pendant la nuit que je rêvais. Donc j'étais dans un rêve de rêve. Et dans ce rêve de rêve, je suis sorti de mon corps. Et là, j'étais content. Ça y est, j'ai réussi à sortir de mon corps. Et là, j'avais une paix et une joie et une sensation d'être libéré de mon corps, mais qui était incroyable, quoi. Je veux dire, j'étais entouré de, ouais, on peut appeler ça de lumière, de béatitude. Je savais que je vivais quelque chose, même alors que j'étais dans un rêve de rêve, je savais, j'étais conscient, j'étais en rêve lucide en fait. C'est-à-dire, je savais que j'étais dans un rêve de rêve et je savais que j'étais en train de vivre une sortie du corps et je savais qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire qui était en train de se passer, qui ne m'était jamais arrivé de toute ma vie. C'était pas du tout une illusion, c'était pas du tout une hallucination, c'était plus vrai que la réalité, tu vois. Et j'étais là, j'y suis arrivé, ça y est, je suis sorti de mon corps. Même je savais que c'était dans un rêve de rêve, c'est-à-dire je savais que c'était pour ça que je sortais de mon corps, mais c'était pas moins réel pour autant. Et quand je me suis réveillé de ça, je suis redescendu de rêve, je me réveillais, je me suis dit, oh là, faut que je regarde l'heure parce que c'est pas possible, il s'est passé quelque chose, quoi. Je regarde l'heure et le lendemain matin, on m'appelle pour me dire que mon copain s'était suicidé pendant la nuit. Donc il avait pris une chambre, il était parti en permission, il avait pris plein de médicaments, il était dans une chambre d'hôtel, il avait fait un double tour, il avait pris les médicaments, il était mort sur le messageriste à peu près au moment où moi j'ai fait enfin à quelques minutes près, au moment où moi je faisais mon fameux voyage, ouais il m'arrive quelque chose, j'aurais jamais cru, là. Pile poil. C'est quelque chose qui m'est jamais arrivé, évidemment depuis, ou jamais arrivé avant, qui est arrivé au moment de la mort, au moment où lui-même vivait son sortir du corps, probablement son ascension dans la lumière et dans l'amour. Il m'a fait vivre ça. Pour moi, après tu vas me dire, on peut l'interpréter autrement peut-être, mais le hasard, quand même, on s'était mis d'accord quelques jours avant qu'on se ferait signe. Au moment où il meurt, il fait vivre les premiers stades de l'expérience de mort imminente, sortie du corps, lumière, bonheur. Au même moment, à la même heure, alors que je ne savais pas qu'il était en train de se suicider, évidemment. Hein. Personne ne le savait, quoi, dans la clinique. Il n'était pas revenu de permission, mais on ne me l'avait pas dit. Hein. On ne m'avait pas dit, tiens, docteur Bon, est-ce que votre copain... Non, parce qu'évidemment, on aurait pu dire à ce moment-là, tiens, peut-être que tu as eu... Non, 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 non. Puis de toute façon, même si on me l'avait dit, j'aurais su que c'était une expérience autre. Parce que ça n'avait rien à voir. Quand on dit que c'est plus fort que la réalité, c'est que c'est plus vivant que la réalité ordinaire. Là, tu es en mode sous-vivant, là. Mais là, tu es dans une énergie, dans un bonheur, dans un dépassement d'âme. C'est-à-dire, tu fais 3 mètres de plus de grandeur, quoi. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais... Enfin, si c'est ça la mort, waouh, ben, bon, je suis pas pressé, mais il n'y a pas de souci, hein. On est bien, hein.